Est-ce qu'il y a une continuité entre ce nouveau projet et puis votre cours Fête Beau Rêve? Oui, parce que c'est quand même le même personnage, mais c'est l'instant d'après. C'est-à-dire que c'est ce personnage qui va essayer d'aimer à nouveau, alors que dans le court-métrage, c'est cette même femme, mais sous le choc. Et donc c'est vrai qu'il y a une continuité. Et quand on fait un premier film comme ça, est-ce qu'on sent obligé de fictionnaliser sa propre expérience, ou on arrive à se dégager totalement de sa propre vie? Oui, le fait de partir de choses intimes fait qu'évidemment on reconstitue les choses et ça devient une fiction, et ça devient vraiment, pour moi c'est un personnage romanesque, vraiment, enfin l'histoire est romanesque puisque c'est une histoire d'amour au fond, et du coup on ne se sent pas obligé, on sent qu'il y a une matière en tout cas qui est intéressante et qui peut être une émotion qui va être partagée, en tout cas. Oui, c'est comme ça que moi j'ai vu les choses. Je me suis dit que c'était ces trois personnages, parce que c'est vraiment un film sur trois personnages, c'est pas que sur elle. Ces trois personnages étaient des personnages de fiction au fond, dans lesquels on pouvait se reconnaître. Pas forcément avoir vécu la même chose, mais on pouvait se reconnaître puisque ça parle de l'amour de la vie quand même. Enfin, ça parle de l'engagement, ça parle d'aimer. C'est vrai. Je pense que parfois il y a des personnes, enfin, qui sont juste des personnes, et moi j'ai envie de les filmer parce que je les trouve belles, je les trouve intéressantes, ces personnes-là. Et comme le film, il aussi, comme ça, parfois, je voulais que ce soit presque comme un documentaire, en fond, sur des sentiments, sur des personnages. Et c'est vrai que je me disais, le fait qu'il y ait des personnages réels, voilà, le frère d'Antoine, c'est vraiment son frère, il est vraiment bouquiniste. Ils ont vraiment eu un groupe de rock. Je me disais que cette irruption du réel, ça allait donner une force au film, ça allait... Et puis, c'est pareil, les non-acteurs, ils savent être, juste être. Ils vont pas fabriquer, ils vont pas faire semblant d'eux, ils savent pas. Donc au moins, si on leur dit sois présent, et juste la présence, ça suffira, et ça fait une force dans le film, et faisons confiance à cette présence, et quand ça marche, quand on a créé cette relation-là, ça marche. Moi je trouve, enfin vous voyez, on parle de Piala évidemment, mais Piala il faisait ça, vous voyez, tout d'un coup. Quand il prenait son artiste en réal ou sa concierge. Voilà, sa concierge, dans Van Gogh. elle est quand même géniale dans Van Gogh, elle est ultra. Et puis ils apportent une poésie, moi je trouve, au fond, surtout. Parce que c'est des visages inconnus, parce que ils sont, vous voyez, ils ont pas d'assurance, ils font une chose instinctive sans savoir si elle est parfaite ou pas parfaite, mais ça leur est égal leur image. Ils se préoccupent pas de l'image, par exemple, vous voyez, ils se préoccupent pas d'être beau, pas beau. Ils sont avec vous. Ils savent que être dans le plan, c'est être avec l'autre. Mais justement, comment on fait oublier la caméra? Parce que le plus dur, c'est d'oublier la caméra pour un non-acteur. Alors, parce que c'est là où on balise, quoi. Ouais, moi, je pense que d'abord, je leur parlais comme si ça n'avait aucune importance. Enfin, je leur disais, mais c'est pas grave, on va tourner, on va la faire, la scène, ça va très bien se passer. Enfin, je pense qu'il faut créer un climat de confiance. Ouais. Et il y a aussi un climat de joie, de plaisir, qui fait que, mais c'est pas, ça pas plus, faut pas sacraliser le moment, voilà, le moment de la prise, on va pas le sacraliser. Si on le sacralise, ça tétanise tout le monde. Et c'est vrai, hein. Et là, de ne pas le sacraliser, par exemple, le brocanteur, c'est un vrai brocanteur, et je lui ai dit, voilà, tu vas vendre ce fauteuil comme tu vends... les brocanteurs, c'est des acteurs, hein. C'est des grands acteurs. Hein. Ça, vous vendent n'importe quoi. Surtout celui-là. Ouais, surtout celui-là. Il est quand même très très british. Ouais, bon. Pas vraiment british, son fauteuil, il est complètement cabossé. Et du coup, je lui disais, mais c'est vraiment comme t'es dans la vie, quoi, comme t'es, ce que tu fais. Donc du coup, et puis tout d'un coup, c'est d'un acteur, ça les amuse quand même. Enfin, ça les amuse tout d'un coup d'être dans le cinéma, il n'y a pas d'enjeu, ils jouent pas leur vie. Ils jouent dans ce film-là et peut-être pas dans d'autres. Et du coup, le fait qu'ils y soient, ça les rend heureux. Et moi, je pense que c'est ça qui fait que tout d'un coup, ils sont vrais. Ou dans Men Océan, vous voyez, enfin, je pense à des films comme Rosier aussi, il y a des personnages comme ça, les gars là, qui disent un petit tour en mer tout le temps là. Et à propos de l'unité, est-ce que c'est un hasard ou pas il y a des scènes qui se passent rue de Sévigné, qu'on est quand même à quelques mètres de la rue des Rosiers et du centre de la judéité, quand même. C'est vrai. Non, parisienne. Oui, c'est vrai. Non, ça c'est parce que ce square, il me paraissait... J'aimais bien les perspectives qu'offrait ce square. Et donc il se trouve qu'on a tourné rue de Sévigné, mais non, ça n'avait pas de rapport, ça, direct. C'était juste que ce square, il a des perspectives et il a des... Ça me paraît... J'aimais bien le film, mais voilà, je trouvais qu'il était intéressant dans Paris. Il est très parisien.
cette espèce d'enclos comme ça, avec des maisons, le Marais, c'est quand même très parisien. Et du coup, voilà, j'avais envie de filmer ce square-là. Et justement, les décors naturels et tout ça, c'est un grand travail d'amont en se disant je veux tel endroit, ou ça se découvre au fur et à mesure? Ah non, mais vous rigolez, mais oh là là. Ou alors c'est travaillé un an de repérage. Oh là là, mais oui, c'est ça. Non. Mais pour moi, c'est très important les décors. Vraiment, ça raconte quelque chose, ça écrit le film. On écrit le film en choisissant les décors et ça définit le film. Et moi, par exemple, c'est souvent sur les films, il y a des repéreurs, ce qu'on appelle des gens qui font vous leur dites ce que vous voulez, puis ils vont chercher, puis ils vous montrent des photos. Vous allez voilà. Et moi, j'avais pas envie de ça. J'avais vraiment envie de faire moi-même les repérages, même les portes. Hein. J'étais même à repérer les portes par où on sortait. Ça commence par une porte d'ailleurs. Ça commence par une porte. qui s'ouvre. Absolument. Et je la trouvais très belle. Elle a un bleu magnifique, elle a une perspective. Oui. Et puis elle est grande avec cette silhouette de petit garçon. Vous voyez, c'est une grande porte cochère comme il y en a à Paris. Et voilà, j'aimais bien l'idée qu'il y ait ce petit garçon qui est tout seul, qui s'engouffre dans cette grande porte cochère. Ça disait quelque chose de sa solitude et en même temps de sa responsabilité, quoi. De sa petite vie d'enfant, quoi. Et non, j'ai fait tous les repérages moi-même. Mais ça m'a pas pris un an, quand même. Mais ça m'a pris du temps, mais en même temps, une fois que vous savez, d'avoir des certitudes que c'est à cet endroit-là et pas ailleurs, du coup, vous savez où vous mettez votre caméra. Vous savez, c'est comme si, comme un peintre, vous savez que c'est ce décor-là que vous allez peindre. Donc vous cherchez et puis très vite vous dites oui, comme c'est ce décor là, c'est dans cet axe là que je veux le filmer, quoi. Et les saisons ça joue aussi? Les saisons oui, si. Oui, la saison ça joue, je voulais absolument que ce soit en hiver, qu'il y ait des signes, pas forcément, il n'y a pas de neige, mais j'aimais bien l'ambiance qu'il y a. D'abord j'adore la lumière d'hiver, c'est des lumières crues, souvent blanches ou des ciels très bleus, très contrastés. J'aime bien la lumière d'hiver, j'aimais bien que ce soit l'hiver parce que ça donnait une coloration aussi à la désolation. Ouais. Le fait que ce soit Noël, qu'on sente un peu Noël, ça donnait quelque chose au film. Ouais. Et puis je voudrais savoir aussi si pour vous l'humour, c'est ce qui permet de se reconstruire justement, si c'est un peu la base d'un instinct de survie. Oui, vous avez la question. Non, mais c'est vrai. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que pour moi, le titre, c'est vrai, il n'est pas illustratif. C'est pas une comédie. Mais c'est pour ça que. Oui, voilà. Mais bon, l'humour, c'est pas la comédie. L'humour, justement, c'est la capacité à rire de soi ou à rire de ses malheurs aussi. Et c'est vrai que je savais que le sujet, à l'origine, à la base. L'origine du film, il est grave, mais je voulais vraiment pas que ce soit mélodramatique. Je voulais que ce soit un drame avec de la gaieté, un drame justement avec de l'humour. Et qu'on arrive à mêler les deux, c'est-à-dire qu'on passe effectivement de scènes où il y a de l'humour à des scènes beaucoup plus graves, mais qu'il fallait avoir ça comme ligne de conduite et que du coup, le sens de l'humour, c'est au sens propre, c'est prenons-le. Alors effectivement, on est en veille de comédie, alors du coup... Il n'y a pas du Bosque. Voilà. Donc c'est pas une grosse comédie, c'est une comédie dramatique. Ça s'appelle comme ça, c'est moi qui n'ai pas inventé ce terme-là. Ça existe. Hein. L'arrivée d'Antoine Chappey est relativement tardive dans le film. C'était une volonté d'abord d'établir un rapport en mère-fils avant que le troisième élément arrive. Exactement, c'est ça. Je voulais qu'on voit ce petit couple, comment il fonctionne, et puis en même temps, très vite la disparition, quand il dit à son copain, il est mort mon père. Voilà. Et que comme si ça se reconstituait. Enfin, vous voyez, on voit une chose... une mère qui part au travail, qui est seule avec son fils, et puis ça se reconstitue au fur et à mesure, la clarinette, le gamin, il faisait bien de la clarinette papa, enfin que ça se reconstitue au fur et à mesure, et puis le Paul qu'on entend au téléphone quand même, elle lui dit très vite non, pas ce soir, mais vous voyez, elle mène le jeu quand même, mais et voilà, il est là, on sait qu'il y a quelqu'un, et puis tout d'un coup, voilà, très vite, c'est très clair sur le rapport qui est établi d'ailleurs, qui est un rapport sexuel. Ça commence comme ça quand même, voilà. Ah oui, c'est clair. C'est une chose qu'on peut pas avoir au tournage et qu'on a au montage ou pas du. On a déjà un certain rythme. Oui, il y a déjà un certain rythme dans l'écriture, hein, ça c'est sûr, mais tout d'un coup on peut créer des accélérations et puis surtout on peut. Comment je pourrais dire, on peut mettre en avant certaines choses des personnages, voilà. Tout d'un coup, on va... Vous voyez, par exemple, moi, j'ai filmé souvent le petit garçon. Je l'ai filmé à son insu, ou vous voyez, toutes ces choses-là où j'ai pu filmer, parfois, prendre des choses qui, pour moi, sont les silences, par exemple. Et bien, tout ça, je savais, ils étaient écrits, mais j'en ai profité. Vous voyez, il y a des tas de choses qu'il a fait, l'enfant, dont je me suis servi, qui n'étaient pas prêts, qui étaient...
plus ou moins écrites, mais qui ont pris plus de temps. Par exemple, la scène où Antoine et lui se rencontrent pour la première fois, quand il parle de jouer d'un instrument de musique et tout ça. Comme il y a eu pas mal d'improvisation, vous voyez, tout ça m'a permis, ou la scène de la grand-mère, par exemple, vous voyez, tout ça, il y a des parties improvisées dans ce dialogue. Donc c'est vrai que ça, c'est vraiment du montage. C'est-à-dire comme on rythme une scène à 3 personnages à table, ça, c'est vraiment du montage, quoi. Qu'est-ce que vous avez envie que ce film suscite chez votre public, puisque vous disiez tout à l'heure, vous n'avez pas envie du tout de partir dans le mélodrame. Ah non, surtout pas. Donc quelles émotions vous voulez faire passer en priorité? L'amour de la vie. L'amour de la vie. Quoi qu'il arrive. Non, mais c'est vrai. Je trouve que, pour moi, ils sont héroïques parce qu'ils choisissent la vie, quoi. Et après, c'est pas facile, hein, c'est pas... Et puis voilà, faire le choix de l'amour, même si ça va être vachement douloureux, mais choisir la vie, ouais. Vraiment, pour moi, c'est ça. Elle le fait, quoi. Elle le fait, il le fait, Paul le fait. Ils ont tous les trois intérêt à choisir d'aimer, voilà. Et je trouve que j'ai l'impression que c'est ça que raconte le film, que quoi qu'il arrive, c'est vaut mieux prendre ce risque-là, voilà, prendre le risque. Si. Non, mais je trouve, je veux dire, et en même temps, vous oubliez que dans votre film, on a dit, on n'est pas obligé de se toucher tout le temps. Oui, mais c'est ça. C'est quand même très intéressant. Non, elle dit, tu trouves pas ça dégueulasse? Mais bah oui. Qu'elle dit ça. Non, mais vrai qu'elle dit ça. Non, mais qu'elle dit ça, elle est ambivalente, vous voyez. C'est-à-dire, elle peut le faire, puis d'un coup, elle se dit quand même, c'est quand même dégueulasse. On n'arrête pas de faire on fait ça souvent, voilà. Donc non, mais en plus, c'est un trait d'humour aussi. Elle trouve pas ça dégueulasse qu'on se touche tout le temps. C'est aussi une façon. C'est aussi drôle. Ça me paraissait drôle qu'il dit non, c'est pas dégueulasse. J'ai l'impression que c'est la réalisatrice qui dit aussi arrêtez de se toucher tout le temps. Non, mais c'est parce que. C'est comme si, vous savez, je pense que ce personnage, comme elle est tout le temps obligée de mettre à distance les choses, elle dit pas faire l'amour, elle dit c'est dégueulasse de se toucher tout le temps. Vous voyez, c'est une façon, à chaque fois elle remet les choses à un degré comme ça, hyper réaliste, hyper concret. Et c'est pas enjolivé, c'est pas... Voilà, elle est jamais sentimentale. Elle veut jamais être sentimentale. Elle refuse le sentiment. Voilà, pas de sentiment. La réalisatrice aussi, par ah bah non, moi je fais un film là-dessus. Je suis content de vous l'entendre dire. Voilà, non, pas le sentiment. Bah si, au contraire du sentiment, mais pas de sentimentalisme. Voilà, c'est ça. Ah ça c'est clair. C'est pas pareil. Ah, c'est ça. Oui, à un moment elle dit ce que j'aime bien c'est que tu me laisses bien, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Donc elle met, vous voyez, elle remet les choses à une chose très concrète, comme ça, très distanciée, et qui n'est pas justement une chose belle, de l'intimité. Elle veut à chaque fois mettre cette distance entre elle et cette intimité. Mais c'est une façon de dire je ne t'aime pas, quoi. Enfin, je ne peux pas t'aimer, je peux juste te donner ça, quoi. Mais ça ne veut pas du tout dire qu'elle n'est pas attirée, qu'elle n'éprouve pas justement de l'amour et du plaisir, ça c'est sûr. Elle lutte contre ça, donc elle le dit froidement, quoi. Elle en parle froidement.